Le trauma et le psychotrauma sous le prisme de la médiation artistique. Je vais vous demander d'accueillir celui qui est psychanalyste, artiste plasticien, art thérapeute certifié, enseignant à l'Université de Strasbourg. J'ai eu le privilège, en arrivant avant-hier, de passer un moment avec lui et de discuter avec lui. C'est un grand plaisir, c'est avec grand plaisir que je vais écouter et que vous allez écouter aussi Monsieur Alain Dican, que je vous demande d'accueillir très chaleureusement. Merci. Bonjour. Ouais, ok, ouais. Ouais, je fais même. Bon, ok. Je fais quoi? Ouais. Ok. Ben, bonjour, rebonjour à toutes, à tous. D'abord, un grand remerciement à Carole Chipoalé. Mais Carole, elle a un don incroyable. On la repère après le. Allez là-bas. Ok. Gratitude à toi pour l'invitation. Gratitude de participer à ce congrès. Sachant que bah, très vite, donc on va revenir sur la question de la clinique traumatique qui est très complexe en fait fondamentalement et qui est très récente. Puisque ça date des années 70 où on a commencé à conceptualiser. Donc je voulais revenir sur. Alors on va faire. Je vais être un peu non pas dans le freudien, je suis un psychanalyste, mais je vais aller plutôt dans le jungien, donc plutôt de l'ombre vers la lumière. Donc l'idée, je vais reposer quelques points qui me semblent fondamentaux dans la clinique du trauma pour aller vers le traitement, voir c'est quoi le traitement. D'ailleurs, il y a des traitements qui sont aujourd'hui extrêmement balisés. Et en ce qui me concerne, en ayant été moi-même, bon, je suis psychotraumatisé à l'âge de 15 ans et violent, et avec mort, coma, etc., et puis mort à mes côtés. Et par ailleurs, j'ai été pendant 15 ans dans un état de stress post-traumatique. Donc, et j'ai eu, alors j'en suis sorti notamment parce que j'ai été moi-même, comment dire, j'ai eu le cheval qui m'a, pas moi en tant que patient, on va dire, qui m'a permis de me remettre dans mon système sensoriel. Et après, je suis passionné par le cheval. J'ai repris de l'équitation il y a 2 ans, mais évidemment, je ne suis pas dans ce milieu-là. Pour autant, ma spécialité, c'est les thérapies à médiation artistique et corporelle. Et d'après moi, évidemment, l'équithérapie a toute sa place dans ce champ-là, c'est-à-dire que comme les thérapies par l'art, d'après ce que moi je comprends de l'équithérapie, en tout cas comme de manière je l'ai vécu en tant que patient, c'est une thérapie émotionnelle et corporelle également. Alors très vite, je voulais revenir. Ouais, je m'assois quand même. Ok. Donc ouais. Alors très vite, je voulais revenir sur un point qui me semble très très essentiel, parce que hier, moi j'ai énormément apprécié toutes les interventions. J'ai énormément apprécié évidemment celle du neurochirurgien, monsieur professeur Pink. Comment? Pincala. Pincalé, pardon. Pincalé, ouais. Mais je voudrais quand même apporter quelques précisions, y compris par les neurosciences, d'après moi qu'il n'a pas abordé. Et je voudrais d'abord préciser quelque chose, c'est que aujourd'hui toute la communauté scientifique s'accorde sur ce qu'est un traumatisme. C'est le premier point, ce n'est pas un vécu traumatique, donc un trauma, c'est un vécu traumatique. Ce qu'est un traumatisme, on va revoir vite fait, et sur la symptomatologie. C'est-à-dire tout ça, c'est extrêmement répertorié, c'est très précis, que par le DSM américain, par la CIM, Classement international des maladies chroniques, etc. Tout ça. En revanche, là où il y a encore beaucoup de débats dans la recherche aujourd'hui, c'est sur les modalités de traitement. Que ce soit par la psychothérapie classique, avec des limites. Pourquoi? Parce que la psychothérapie classique, c'est la limite de l'oralité. Or, on va très vite le voir, mais ce qui se passe, c'est qu'à partir du moment où il y a eu sidération, qu'il y a eu dissociation, la parole, elle est le plus souvent désaffectée, désincorporée, elle est plaquée, mais ça veut dire que la personne est à côté. C'est ça qu'il faut voir. Alors, très vite, dire quoi? Qu'un traumatisme, on va dire qu'il y a traumatisme lorsque une personne est actrice, directement ou indirectement, témoin par exemple, d'un événement soudain et violent, où il y a menace de mort, réelle ou symbolique. Donc là, je vais convoquer Lacan rapidement, mais je rappelle que le symbolique peut être tout aussi puissant que le réel. Donc il y a une confrontation à la mort. C'est très important de le comprendre, ça, parce que, je rappelle, le psychisme n'a pas la capacité
d'intégrer sa propre mort. C'est pas possible. On peut imaginer l'autre mort, mais pas soi. C'est faux. Vous pouvez me dire, bah oui, mais moi je me vois sur un lit. Non, non. Déjà, tu te vois sur le tu, c'est le tu républicain. Tu te vois sur un lit, donc c'est déjà que tu es encore en capacité d'imaginer. Donc non. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est pour ça aussi qu'il y a dissociation. Donc il y a menace de mort. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire à partir du moment où on est dans l'incapacité de se préparer à cet événement, il est soudain et violent, par exemple, ça veut dire que de facto, on va le vivre avec un sentiment d'effroi. Et alors là, je vais citer une seule fois Freud, je suis obligé quand même, c'est ce qu'il appelait der Schreck, l'effroi. Effroi, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a effraction. Effraction, ça veut dire que déjà on touche la question corporelle. Effroi, et un autre terme qui définit vraiment la clinique traumatique, c'est l'impuissance. Impuissance face à ça. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, consécutivement, il y a ce qu'on appelle une destruction de l'intégrité psychique et physique, quoi. Parce qu'on dit toujours le psychotrauma. Donc psychotrauma, tout le monde croit. C'est pour ça que la psychanalyse, je suis psychanalyste, hein, pendant des années, ok, mais sauf que la psychanalyse uniquement, on peut intellectualiser un vécu traumatique, on peut l'intellectualiser à fond, mais on est désaffecté. C'est-à-dire que, ok, je peux vous le raconter, il n'y a rien qui se passe en moi, alors que je l'ai vécu, mon corps l'a vécu. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. C'est pour ça que c'est aussi pour ça que tout ce qui était thérapie par l'oralité sont extrêmement limités. Et là, je vous renvoie, il y a tout ça, c'est écrit, il y a des études scientifiques là-dessus, tout ça. Autre point, je voudrais dire, donc ça veut dire destruction. Donc je reviens sur la question, l'intégrité, c'est le fameux moi, hein, notre ego, l'ego, c'est le fameux moi. Donc notre moi, il est effracté. Voilà. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il est effracté, ça veut dire qu'on perd le contrôle de soi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le trauma va prendre le contrôle, tant en termes de ce qu'on appelle d'empreinte, hein, de flash, de tout ce que vous voulez, mais il prend le contrôle. Ça veut dire qu'on n'est plus sujet, on est objet de son vécu. Et à tel point que là où ça devient éminemment pathogène, c'est qu'on peut s'identifier à son trauma. Il y a des personnes qui vont s'identifier à leur trauma toute leur vie, mais ce n'est pas elles. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc c'est extrêmement complexe. L'autre point que je voudrais dire, par rapport à hier, il faut comprendre qu'aujourd'hui, les neurosciences ont extrêmement bien montré autre chose. C'est, d'un point de vue, on pourrait dire biochimique. C'est que, en fait, hier, je crois, c'est le professeur l'a très bien dit, il y a un excès d'adrénaline. On n'est pas préparé. Donc il y a un shoot, véritablement, je vous le dis, c'est un shoot d'adrénaline et de cortisol. Et c'est là où l'organisme humain, il est très, très fort, très puissant, c'est qu'il va mettre en place, donc ça veut dire que l'organisme est complètement envahi par un shoot, véritablement shoot, je vous le dis, parce qu'il y a des fois, c'est ça qui va expliquer qu'on va aller rechercher des situations extrêmes, sur le plan sexuel, sur le plan risque, c'est-à-dire toxicomanie, qui font partie de ce qu'on appelle des symptômes comorbides. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, donc, shoot de cortisol et d'excès, risque vital. Ce shoot est un risque vital pour le cœur et pour le cerveau. Et c'est là où l'organisme humain il est très fort, c'est qu'il va déclencher en réaction ce qu'on appelle un mécanisme de sauvegarde, qui est un mécanisme neuropathologique non conscient, qui va faire, je crois que ça a été dit hier par la personne sur l'emprise, qui va faire effectivement disjoncter le circuit émotionnel. Donc c'est le fameux effet de sidération, donc physique aussi, émotionnel, physique, mais aussi la mémoire. La mémoire, par quoi? C'est biochimique, par l'organisme envoie de la morphine et de la kétamine-like. Mais depuis, donc il faut comprendre qu'en une fraction de seconde, ça veut dire quoi? Un shoot extrême d'adrénaline et de cortisone et derrière l'organisme, pour nous préserver, va balancer de la morphine et de la kétamine-like. Les neurosciences en neuroimagerie cérébrale, tout ça, tout ce que je vous dis, c'est très répertorié, voilà, c'est vraiment sur des bases scientifiques. Donc il faut comprendre que d'un coup, vous voyez, je vous le fais, il faut comprendre que c'est corporel qui se passe, quoi. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, qu'est-ce qui se passe? Donc il y a une disjonction émotionnelle, une disjonction donc émotionnelle, ça veut dire sensorielle, hein.
Je rappelle les composantes. On a des émotions qu'à partir du moment où on a des sensations. C'est dans cette chronologie-là hein, de la biologie humaine. Et que ça veut dire quoi? La conséquence de ça, il va y avoir ce qu'on appelle des sentiments très forts d'étrangeté, d'irréalité, de dépersonnalisation. Intéressant, c'est des symptômes qu'on retrouve. Moi, j'ai beaucoup travaillé en psychiatrie. C'est des symptômes qu'on retrouve dans les troubles psychotiques. Hein. Ça veut dire dépersonnalisation. Donc dépersonnalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on... Et puis il y a eu effraction, ça veut dire que je vous renvoie sur le corporel, ça veut dire qu'on n'a plus nos limites corporelles. On ne sait plus trop. Il faut comprendre ça. Dernier point, pour que vous posiez bien le truc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des empreintes. Enfin, les souvenirs vont remonter, mais ce n'est pas des souvenirs. C'est des empreintes, c'est des flashs. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le principe de ce qu'on appelle de la reviviscence, qui est un des symptômes. Et ces empreintes, elles vont venir comment? Enfin, elles vont venir sous la forme de flashs visuels, auditifs, olfactifs. Donc on n'est encore que dans le sensoriel. Sur quelle forme également? De sensations kinesthésiques. Donc kinesthésique, c'est le corps. Hein. Des douleurs, des plaintes somatiques, hein, ce qu'on appelle des plaintes somatoformes, qui traduisent quoi? Une souffrance psychique. Et puis tout ce qui est de l'ordre, on pourrait dire, de tout ce qui est de l'ordre également d'empreintes affectives. C'est-à-dire que vous croyez que vous allez plutôt bien, voilà, et puis d'un coup, vous êtes avec des copains en train de dîner, ça se passe bien, puis d'un coup, une angoisse qui monte, d'un coup, une peur, c'est pas justifié. Ça, c'est quoi? C'est le trauma qui a pris le contrôle et qui envoie. Ce qu'on appelle la reviviscence, c'est vraiment ce qu'on appelle en plus, c'est un syndrome de répétition. Ça veut dire quoi? Quand bien même vous avez eu ce vécu traumatique il y a 10 ans, hein, je rappelle. Autre point pour finir là-dessus, il y a donc ce qu'on appelle une rupture biographique. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qu'il faut également, je crois, comprendre, puis après je vais passer au traitement, c'est que, comment dire, il y a rupture biographique dans la vie, et ça veut dire que le cerveau, par le jeu la question des reviviscences, ça veut dire pourquoi ça revient en permanence, comme ça. Hein. C'est le fameux éternel retour du même. Hein. Moi, je suis un Nietzschéen de la première heure. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire quelque chose qui revient tout le temps, alors qu'on aimerait que ce soit plus là. Et en fait, ça traduit que le cerveau essaye de digérer et de transformer le psychisme, de transformer ce vécu, il n'y arrive pas. Et pourquoi il n'y arrive pas? Parce que, et ça, ça a été dit hier, en partie, c'est parce que, encore une fois, on n'y était pas préparé, donc il y a eu effraction. Les mots sont limitants et limités, on est coupé de notre sensorialité, donc de nos affects, et ça veut dire qu'on n'arrive pas à le représenter, à le comprendre. Parce qu'hier, on parlait du sens, de donner un sens. Mais c'est ça qu'on va effectivement chercher. Mais comment on donne du sens? Hein, le fameux, comment on en donne du sens? Ben moi, je vais revenir sur un point très, très simple. Le sens, essayer de donner un sens, c'est-à-dire un début, un milieu, une fin, une histoire, en fait, comme tout souvenir qu'on a dans notre mémoire autobiographique. Il faut comprendre que ça passe par nos sens, par notre sensorialité, nos affects. L'affect amène du psychocorporel. Ça, c'est ce qu'on appelle la triade, hein, la composante sensorie-affectivo-motrice. Et ça, cette triade-là, nous amène quoi? Les images, nous sommes des êtres d'images, traversés par des millions d'images jour et nuit, la pensée par image, imagination, qui nous amène la pensée, qui nous amène le verbe. Nous sommes des êtres de langage. Ça veut dire que trouver du sens, ça va passer par, encore une fois, revenir dans le corps. Je ne sais pas si je suis clair, en fait. Donc, en fait, ouais, bon, je ne sais pas, parce que comme je baigne là-dedans, mais ok. Donc, c'est pour ça que pour moi, l'équithérapie a une place. Moi, je vous le dis, hein, moi, je suis quelqu'un qui a la foi là-dedans, parce que, comment dire, moi, je sais qu'on peut s'en sortir et qu'on peut être. Moi, je suis beaucoup dans les. Là, j'étais à un colloque en Belgique là-dessus, il y a 4 jours. On a beaucoup travaillé sur la question de la croissance post-traumatique aussi. Hein, c'est-à-dire qu'on peut. On peut s'en sortir, c'est dur, mais on peut s'en sortir. Alors très vite, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, eh bien, évidemment, les thérapies par l'art, c'est quoi la loi de l'art? Il n'y a qu'une loi dans l'art. C'est ce qu'on appelle la loi de la transformation. Transformation de quoi? De la matière. Peinture, argile, gestes. Hein, le corps devient médiation. Des gestes, on les transforme. C'est que ça. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pourquoi l'art est si... le processus créatif, parce que c'est le processus. Hein. En métapsychologie, le processus, je rappelle, hein, c'est la mise en mouvement.
Et je rappelle qu'on est figé, hein. Il y a eu le freeze, hein. Hier c'était très bien dit, je ne vais pas revenir là-dessus. On est dans un état de sidération, de freezing. Donc l'idée c'est de revenir dans le corps, et pour revenir dans le corps, il faut stimuler les sens. Quand on fait du théâtre impro, quand on fait du mime, quand on fait de ce qu'on appelle du mouvement authentique dansé, c'est-à-dire essayer à partir d'une impulsion de le mettre en geste, en forme, etc., de faire de la peinture gestuelle, tout ça avec des dispositifs très appropriés, et puis on va rapidement voir les 4 phases de traitement, en fait, comment dire, ça veut dire qu'on va se reconnecter à notre processus sensoriel, donc à notre processus émotionnel, donc pouvoir, ce qu'on appelle, entrer dans un processus de métaphorisation et de symbolisation par la création pour pouvoir redevenir maître de ce putain de vécu traumatique. Pardon pour l'expression, mais moi, fucking trauma. C'est ça l'idée. Et en fait, donc c'est ça le principe. Alors, juste un point, ouais, peut-être. C'est que les thérapies par l'art, mais pour moi, avec le cheval, on peut aussi. Moi je l'ai fait en tant que patient, on peut énormément symboliser avec le cheval. On peut rentrer dans une véritable restructuration narrative, on pourrait dire traumatique. On peut le faire avec un cheval. Moi je le sais, je l'ai fait moi-même, sur des parcours, à pied, hein, à côté, avec le cheval, pas dessus. Donc je sais que ça se fait, et on peut le faire. Et que ça, c'est parce que l'idée, c'est que pour que vous compreniez bien, c'est qu'à partir du moment où il y a eu dissociation, on va dire qu'il y a... ça, c'était Ferenczi, qui l'avait très bien vu il y a plus d'un siècle, pour moi le premier grand théoricien du traumatisme. Il y a une mémoire traumatique qui se crée. Et à côté, donc comme une sorte de boîte noire. Et cette boîte noire, à côté de notre mémoire autobiographique. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de vider progressivement au rythme de la personne. Ça, c'est une des règles fondamentales dans le soin du trauma. Au rythme de la personne, c'est de vider tous les fragments de l'histoire traumatique, parce qu'on ne veut pas le sortir tout d'un coup, par de la symbolisation, je reviens, et après je reviendrai sur la question de c'est quoi symboliser, de la vider, cette mémoire traumatique, de la mettre à distance, donc là on rentre dans un jeu de représentation, à partir de ça, de tous ces fragments symbolisés, d'en faire une histoire traumatique. Pourquoi? Pour en faire un souvenir. Nous sommes des êtres, et ce souvenir, pour le ramener dans la mémoire autobiographique. Parce que notre mémoire autobiographique, tous nos souvenirs nous constituent en tant qu'humains. Ça veut dire qu'un souvenir, on a la maîtrise sur nos souvenirs. Si je veux ce matin convoquer un souvenir de mon premier mariage, je peux me le convoquer direct. Et le revisiter, dire ah, c'était chouette, ok. Et puis arrêter, passer à un autre, ou autre chose. Hein? J'en ai fait 2. Exact. Le deuxième s'est bien passé. Enfin, les 2, c'était pas mal à la fois. Bon, enfin bon. Ok. Donc, toujours est-il que... Donc c'est ça, c'est vraiment, et c'est pas une métaphore que je vous dis, hein, c'est vraiment le cas. C'est vider cette mémoire traumatique qui a pris le dessus, dont on est objet, on n'est pas sujet, l'expulser fragment par fragment, et séance après séance, pour après en faire un souvenir délimité. Ça s'appelle le processus d'historisation. Et en fait, ce processus d'historisation, ça permet d'entrer dans un autre processus qui ne se voit pas, mais qui s'appelle un processus d'historicisation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le psychisme, parce qu'on a réussi enfin à en faire une histoire de notre vécu traumatique, que ça nous constitue, le psychisme va pouvoir l'intégrer comme une trace mnésique et un souvenir comme un autre dans notre mémoire autobiographique. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors certes, ça sera un souvenir peut-être plus douloureux, forcément, peut-être tragique, mais comme le dit très bien Cyrulnik, dans les pires tragédies, on peut trouver quelque chose de fort. On peut trouver quelque chose qui va... C'est là où il y a cette fameuse resilience, hein, en anglais, et en français maintenant, ressource. Hein, et que ça, c'est à partir de ça, je rappelle un point, parce qu'on aura réussi à reprendre la maîtrise, le contrôle sur ce vécu traumatique et en faire un souvenir qui nous constitue, ça veut dire que de fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va s'ouvrir, ça traduit, comment dire, c'est une force en fait, il faut comprendre ça, ça veut dire qu'on a été chercher des ressources pour le faire. Donc ça veut dire c'est là où on commence à rentrer dans la notion de croissance post-traumatique. Et qu'aujourd'hui, il y a même tout un courant qui dit les traumatismes permettent aussi de nous structurer. Moi, je sais que
ça a été très très violent, et à la fois, je me rends compte que ça m'a ramené peut-être à des valeurs essentielles. Hein. Hier, il y a eu cette notion, cette question de la transcendance. Je rappelle, la transcendance, c'est quoi? C'est le dépassement. Alors par exemple, si on le ramène au vécu traumatique, c'est le transcender un vécu traumatique, c'est quoi? C'est la capacité de dépasser le pourquoi cet événement traumatique et de le transformer, ce pourquoi de cet événement traumatique, donc dépasser puis transformer en pourquoi. Qu'est-ce que je peux faire de ce putain d'événement que j'ai rien demandé, qui m'est tombé dessus, c'est souvent ça, hein, enfin en tout cas voilà, et qui s'est imposé à moi, si vous préférez, qui fait partie de moi, mais que je ne peux pas éliminer. On ne peut pas l'éliminer. On l'a vécu corporellement. Ce n'est pas de l'inconscient. C'est pour ça que la psychanalyse est très limitée là-dedans. Moi, je suis très au clair là-dessus. On l'a vécu dans notre chair, même si on n'a été que témoin. La vision, la vue, est un sens. Vous le savez bien comme moi. Donc, ça veut dire que rien qu'en tant que témoin, ça peut être déjà éminemment traumatique. Donc, c'est cette idée que c'est la transcendance, la fameuse transcendance, c'est donc une capacité, si on pourrait même dire une dynamique, c'est cette idée d'aller chercher des ressources pour l'exprimer, arriver à se reconnecter à soi, l'exprimer, processus de distanciation, le mettre à distance, le comprendre. Vous êtes d'accord, quand on commence à le mettre à distance, on peut déjà l'identifier, le comprendre, et donc pouvoir y donner un sens. C'est le principe de la vie humaine, ça. Hein, 10 minutes. Ok. Donc, il me reste 10 minutes. Je sais pas, ça va, je suis à peu près clair? Ouais. Voilà. Et c'est pour ça, pour moi, enfin, moi, j'ai pas de légitimité par rapport à l'équithérapie. Mais moi, ça me semble, j'allais dire, il y a un boulevard. Pour moi, il y a vraiment, l'équithérapie a vraiment toute sa place dans la clinique traumatique. Vraiment. Je le pense vraiment. Donc pour finir, je vais finir sur les très vite, parce que à la fois c'est d'être dans le terrain. Donc en fait, je vais vous dire, il y a 4 phases. Et ça, quand je dis il y a 4 phases de traitement, Catherine, là, qui me regarde, qui est psy clinicienne, dans la psychologie clinicienne, c'est comme ça qu'on aborde la question du traitement du trauma. Donc, selon moi, il est nécessaire. Mais après, quand je vous dis ça, moi, je ne suis pas un dogmatique. Mais pour moi, il est nécessaire de suivre cette modalité-là de traitement, parce qu'elle a été éprouvée, elle est balisée, et ça, c'est important. Parce que je pense qu'il faut être extrêmement rigoureux, parce que la question traumatique, elle est très sensible, très complexe, vous êtes d'accord, vous en serez d'accord. Donc il y a ce qu'on appelle la première phase, c'est la phase de stabilisation. C'est-à-dire que la personne, elle arrive, il faut comprendre que, je rappelle un point aussi très vite que je n'ai pas dit, mais, parce que je n'ai pas réabordé toute la symptomatologie, on n'a pas le temps. Il faut comprendre que il y a la double peine. Hein. C'est-à-dire que, il y a eu effraction, il y a eu dissociation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il y a une rupture du lien intrapersonnel avec soi. Je rappelle, on n'est plus maître de... C'est le trauma qui nous dit, ça, tiens, il t'envoie tel affect, tel machin, à tout moment. La nuit, le jour, enfin bon. Donc, je ne sais plus où j'en étais. Ah oui, phase de stabilisation. Oui, donc ça veut dire que la personne, elle arrive en phase de stabilisation. Donc déjà, c'est là où la personne fait déjà preuve pour moi d'une première résilience. Ça veut dire avoir le courage. Parfois, je vous le dis, c'est le courage du désespoir aussi. Hein. Moi, j'ai des personnes qui viennent dans ma patientèle. Moi, je fais ça depuis 20 ans, que des personnes psychotraumatisées. Des personnes qui viennent, sinon, elles se suicident. Elles ont déjà fait plusieurs tentatives de suicide, ça fait partie. Voilà, hein. C'est-à-dire qu'elles sont au bout de leur vie, quoi. Elles en ont ras-le-bol. Parce que, évidemment, dans leur relation, parce qu'elles sont coupées d'elles-mêmes, et donc coupées de leur corps, mais aussi, c'est là où il y a la double peine, c'est que très souvent, il y a une dislocation forte des liens interpersonnels. Forcément, on n'est plus en lien avec soi. Comment rentrer en lien avec les autres? C'est très compliqué. Donc, il y a ça. Donc, ça veut dire que la phase de stabilisation, la personne, elle est en insécurité, elle est en trouble anxieux sévère, c'est le principe du stress. Hein. Donc, ça veut dire que la priorité, et là, je vais reciter Cyrulnik, c'est de la ramener dans un bain, ce qu'on appelle un bain sensoriel. Donc là, et là, c'est pareil, pour moi, j'allais dire l'univers du cheval. Ouais, l'univers du cheval, la nature, avec le cheval, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas plus thérapeutique. Donc ça veut dire que cette première phase, on va dire très vite, il y a 3 objectifs. C'est 1, redynamisation du processus sensoriel, sans élaboration, sans symbolisation, on n'en est pas là.
c'est vraiment replonger tout type de médiation. Alors après, vous, à voir avec le cheval comment vous pouvez faire, mais évidemment, vous savez. Et donc, redynamiser le processus sensoriel, ramener tout ce qui est de l'ordre, redéveloppement de tous les ressentis corporels pour aller vers l'expression, redynamisation, réveil du processus émotionnel. Et là, les personnes commençaient à leur faire éprouver, leur faire élaborer, identifier les émotions. Ça, c'est le premier point. Et puis c'est là où il y a toute l'alliance thérapeutique. Je n'ai pas le temps de développer parce que Dieu sait s'il y a des choses à dire sur la question de la capacité du thérapeute également à pouvoir créer cette alliance, encore une fois, par rapport au trauma. Hein. Mais bon, je n'ai pas le temps. La deuxième phase, c'est ce qu'on appelle la phase d'expression. La personne va commencer à exprimer des éléments de son vécu traumatique, mais par un sens. Le sens qui lui importe à elle, à la personne, en premier. Ça sera peut-être le toucher, ça sera peut-être l'odorat, ça sera peut-être l'ouïe, la vue. C'est elle qui choisit. Hein, parce que c'est elle qui est Je rappelle, c'est elle qui est au travail. Elle est actrice de son soin. Nous, on est là. Là, ça renvoie à la discussion avec Gina hier. Je rappelle, nous, on n'a pas, dans le champ de la psychothérapie, on n'a pas d'obligation de résultat. Mais on a une obligation de moyens. Notre obligation de moyens, c'est de créer les conditions pour que la personne puisse, par des dispositifs, par un cadre et des dispositifs appropriés, que la personne puisse, je dirais, redevenir sujet, hein, ne soit plus objet de sa souffrance. Et donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est la personne qui est actrice. Hein. Là, on est dans le champ de ce qu'on appelle en métapsycho, on est dans la troisième force, hein, qui était tout le champ de la psychologie humaniste, hein, où on remet la personne au centre du soin. Hein. Donc, c'est elle qui fait le travail avec nous, mais c'est elle qui fait le travail. Donc, c'est elle qui choisira son rythme et qui va choisir le sens prioritaire par rapport à son vécu. Il n'y a qu'elle qui le sait. Puis, un deuxième. Ça, c'est très important. Et avec ça, par exemple, pour le toucher, ça va dire quoi? Elle va symboliser. Moi, mon boulot, c'est de la faire symboliser par de la peinture autour du toucher, par tout ce qui est de l'ordre de ce que j'appelle de l'expression corporelle, du mime, du théâtre impro. Enfin, il y a plein de dispositifs, voilà. Mais de faire et de symboliser. Voilà, je vous remercie. C'était passionnant et en plus timing parfait. On retrouvera, alors je suppose qu'il y a des gens qui ont quelques questions à poser. On retrouvera Alain tout à l'heure sur le canapé. Voilà, c'est fait. On retrouvera Alain tout à l'heure au cours de la table ronde. Tout va bien. Merci beaucoup. Alors les applaudissements Merci.